Bienvenue. Aujourd'hui, on va suivre le voyage absolument fascinant d'une simple phrase au cœur d'un grand modèle de langage, un LLM. C'est une véritable aventure qui va transformer les mots en mathématiques pures avant de les faire renaître sous forme de langage. Un langage qui a du sens. Mais ça soulève tout de suite une question fondamentale, non? Comment une machine, qui, on le sait, ne comprend que les nombres, que des zéros et des 1, peut-elle bien saisir la logique d'un argument ou même le sens d'une simple blague? C'est ce mystère qu'on va tenter de percer ensemble. Alors c'est parti, la toute première étape, c'est la décomposition. Avant même d'essayer de comprendre quoi que ce soit, la machine doit d'abord découper notre phrase en tout petits morceaux, des morceaux qu'elle peut gérer. Et le héros de notre histoire, le voici. C'est le token, qu'on pourrait traduire par jeton. C'est vraiment l'unité de base pour le modèle. Et attention, il ne s'agit pas toujours d'un mot entier. Ça peut être une partie d'un mot, un mot complet, ou même juste un signe de ponctuation, comme un point d'interrogation. Regardons comment ça fonctionne avec une technique appelée BPE. Prenons la phrase « Je mange un dessert délicieux ». Le modèle n'est pas naïf, il ne se contente pas de séparer chaque mot. Non, il est plus malin que ça. Il reconnaît des mots très courants comme « je » ou « mange ». Mais pour un mot un peu moins fréquent, comme « délicieux », il peut le diviser en parties qu'il a déjà vues très souvent ailleurs, comme « d'elle »,« ici » et « eux ». C'est logique. Et ensuite, chaque jeton, chaque petit bout, reçoit un numéro d'identification unique. Voilà, notre phrase est devenue une simple suite de nombres. Et pour qu'on se fasse une petite idée de l'échelle, un texte de 1000 mots se transforme en général en environ 1400 jetons. Le texte s'allonge un peu, en quelque sorte, pendant cette conversion en unité de base. Ok, on a nos numéros, maintenant on passe à l'étape suivante, et c'est là que la magie commence vraiment à opérer. Ces simples identifiants numériques doivent être transformés en quelque chose de bien plus riche, quelque chose qui capture le sens. En fait, il faut donner une âme à ces nombres. Chaque numéro de jeton est converti en ce qu'on appelle un vecteur. Alors un vecteur, qu'est-ce que c'est? Imaginez une très très longue liste de nombres qui positionne notre jeton comme un point dans un immense espace mathématique. Et dans cet espace, la distance a un sens. Des jetons avec de significations proches, comme roi et reine par exemple, vont se retrouver très proches l'un de l'autre. Ce processus se passe dans ce qu'on appelle la couche d'embedding. Pour simplifier, on peut l'imaginer comme une gigantesque table de correspondance, un dictionnaire. Pour chaque numéro de jeton, il y a un vecteur de sens unique. Un vecteur qui a été appris méticuleusement pendant l'entraînement du modèle sur des milliards de textes. Mais là, on a un gros problème. À ce stade, le modèle voit la phrase comme un simple sac de mots. Pour lui, le chat poursuit la souris et la souris poursuit le chat, c'est exactement pareil, ce sont les mêmes jetons. L'ordre des mots, qui est absolument crucial pour le sens, est complètement perdu. La solution, heureusement, est aussi élégante que puissante, c'est l'encodage positionnel. C'est très simple. On ajoute un autre vecteur qui, lui, ne représente que la position du jeton dans la phrase. On l'additionne au vecteur de sens. C'est comme donner à chaque jeton une sorte de conscience de sa place dans la file, ce qui restaure le contexte qui était perdu. Armé de son sens et de sa position, notre jeton est maintenant prêt pour l'épreuve du feu, un long voyage à travers les multiples couches du transformeur. C'est vraiment ici que la compréhension profonde va se construire. Et attention, ce n'est pas une petite promenade. Le vecteur de notre jeton doit traverser entre 12 et parfois plus de 96 couches de traitement, qui sont toutes identiques. Et à chaque passage, à chaque couche, sa compréhension du contexte va s'affiner et s'enrichir. Alors, allons voir ce qui se passe à l'intérieur d'une de ces couches. Chacune est composée de deux mécanismes principaux que notre jeton doit traverser. D'abord, ce qu'on appelle l'attention multitête, et ensuite le réseau feed-forward. Le premier mécanisme, l'attention, c'est le cœur du réacteur. C'est le moment où chaque jeton regarde tous les autres jetons de la phrase en même temps. C'est un dialogue intense où les mots s'échangent des informations pour comprendre leurs relations les uns avec les autres. Pour préparer ce grand dialogue, le vecteur de chaque jeton est utilisé pour créer 3 nouveaux vecteurs spécialisés, la requête ou query, la clé key et la valeur value. Ce sont les outils que le jeton va utiliser pour interagir avec les autres. Et leur rôle est assez intuitif. La requête, c'est ce que notre jeton cherche à comprendre, c'est sa question. La clé, c'est ce que les autres jetons proposent, comme une sorte d'étiquette de ce qu'ils contiennent. Et la valeur, c'est l'information concrète que ces autres jetons peuvent partager. Le modèle compare la requête de notre jeton à toutes les clés pour décider à qui il doit prêter le plus d'attention.
Et pourquoi multitête? Eh bien, c'est parce que ce processus d'attention est exécuté plusieurs fois en parallèle. Chaque tête est un peu comme une experte spécialisée. Une va se concentrer sur les accords sujet-verbe, une autre sur les relations entre les adjectifs et les noms. Ensemble, elles dressent un portrait ultra complet du contexte. Après avoir communiqué avec tout le monde, chaque jeton passe à la deuxième étape, le réseau feed-forward. On peut voir ça comme un moment de réflexion individuelle. Chaque jeton, maintenant enrichi par le contexte qu'il a gagné, subit une sorte de transformation intérieure en privé. Ce réseau neuronal, il agit un peu comme la mémoire à long terme du modèle. C'est là que le jeton peut accéder à des connaissances factuelles, à des schémas complexes appris pendant sa phase d'entraînement massive. Ça lui permet de traiter l'information reçue de manière encore plus sophistiquée. Et là, il y a un détail absolument crucial. À chaque étape de ce processus, l'information n'est jamais écrasée. Grâce à un mécanisme qu'on appelle le flux résiduel, le résultat de chaque calcul est simplement ajouté au vecteur existant. Le jeton accumule de la connaissance. Il ne remplace jamais l'ancienne par la nouvelle. Voilà, nous arrivons au terme de ce périple. Maintenant, mettons toutes les pièces du puzzle ensemble pour avoir une vue d'ensemble de cette incroyable odyssée. Résumons ce cycle de vie. Tout commence avec du texte brut, qui est découpé en jetons. Ces jetons reçoivent des numéros, puis sont transformés en vecteurs de sens, auxquels on ajoute la position. Ce vecteur, déjà bien enrichi, entre alors dans le labyrinthe des couches. Là, il alterne attention pour le contexte, puis feed-forward pour le traitement interne. Et ce cycle se répète des dizaines et des dizaines de fois jusqu'à la sortie finale. À la toute fin, après avoir traversé toutes ces épreuves, le vecteur final de notre jeton est incroyablement riche en informations, à la fois contextuelles et sémantiques. Et c'est ce vecteur final, ce super vecteur, qui est utilisé pour la tâche ultime, prédire quel est le jeton le plus probable à suivre, générant ainsi la réponse qu'on voit à l'écran. Ainsi, couche après couche, le modèle affine sa compréhension, transformant de simples nombres en quelque chose qui ressemble de plus en plus à de la pensée. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si chaque couche ajoute une nouvelle profondeur de compréhension, où, au juste, se trouve la limite?